Quand vous habitez en ville, vous pouvez très bien manger une nourriture issue de céréales sans jamais vous-même voir ou fréquenter un champ de blé. Vous pouvez manger de la viande de porc sans jamais avoir regardé un porc dans les yeux. Donc c'est un rapport au monde tout à fait différent. Les humains sont incontestablement une espèce prédatrice particulièrement puissante, mais il y a un paradoxe profond dans cette forme de prédation, c'est que nous sommes également capables d'avoir de l'attachement, des affects, de l'amitié avec ces animaux qui peuvent être nos animaux de compagnie. Ce qui fait qu'actuellement, 75% de ces vertébrés qui sont chassés par les humains, en fait, ne le sont pas pour être mangés, mais pour devenir des animaux de compagnie, des petits animaux apprivoisés. Charles Stepanov, dans votre ouvrage, vous qualifiez les êtres humains de prédateurs empathiques. Pouvez-vous nous expliquer? Les humains sont incontestablement une espèce prédatrice particulièrement puissante, puisque on a relevé 15 000 espèces qui sont nos proies parmi les vertébrés. Donc c'est énorme, c'est vraiment disproportionné par rapport à notre taille. Mais il y a un paradoxe profond dans cette forme de prédation, c'est que nous sommes également capables d'avoir de l'attachement, des affects, de l'amitié avec ces animaux qui peuvent être nos animaux de compagnie. Ce qui fait qu'actuellement, 75% de ces vertébrés qui sont chassés par les humains, en fait, ne le sont pas pour être mangés, mais pour devenir des animaux de compagnie, des petits animaux apprivoisés. Vous nous apprenez aussi que certains animaux se laissent domestiquer par choix, dans une convergence d'intérêts avec les êtres humains. En fait, il ne suffit pas que les humains aient envie qu'une espèce soit domestique pour qu'elle le devienne effectivement. Pour qu'il y ait une vraie domestication, il faut qu'il y ait une participation des animaux eux-mêmes. Il faut, en fait, pour les biologistes, qu'ils aient certaines dispositions comportementales, cognitives, émotionnelles, pour qu'ils supportent le contact avec l'humain. Et ça peut être leur intérêt. Ça va marcher si c'est aussi leur intérêt. On le voit bien avec le cheval. Alors le cheval, c'est un animal qui est adapté aux steppes de l'époque glaciaire, et avec la sortie de l'ère glaciaire il y a 10 000 ans, eh bien, l'avenir de cette espèce même était compromis par l'expansion de la forêt où le cheval n'avait plus sa place. Alors si des chevaux subsistent aujourd'hui, c'est parce que certains ont accepté finalement ce compagnonnage avec l'humain, se sont adaptés à la vie commune avec ce singe défricheur qu'est l'humain, qui est ouvert au cheval des prairies, qui a déplacé le cheval à travers le monde, qui l'a réintroduit en Amérique par exemple, d'où le cheval avait disparu. Une autre idée fausse, c'est celle de l'homme qui aurait eu deux grandes façons de s'approprier le monde, celle précédant la révolution néolithique et celle qui marquerait la modernité. Oui, c'est vrai qu'on a tous en tête, un peu intuitivement, une vision évolutionniste de l'histoire et du développement de l'humanité, avec un premier stade qui est le stade chasseur-cueilleur, où les gens auraient vécu en harmonie, en partenariat avec la nature et avec les animaux, et puis une rupture brutale, un Rubicon franchi par l'humanité d'un coup, aurait sauté de l'autre côté, elle serait passée à l'exploitation, à la domination, à l'asservissement de la nature, avec la révolution néolithique qui implique l'adoption de l'agriculture, de l'élevage, la sédentarisation, et puis l'avènement de modes de pouvoir hiérarchisés, marqués par l'État et puis le despotisme. Mais ça, c'est un peu une mythologie, notre mythe des origines de la modernité qui se met en place à l'époque des Lumières. Or, l'archéologie et l'ethnologie nous montrent des histoires beaucoup plus compliquées, beaucoup plus intéressantes en fait, parce que, premièrement, toute l'humanité ne franchit pas le Rubicon au même moment. Il y a des peuples qui sont aujourd'hui chasseurs-cueilleurs, et puis au sein des peuples qui ont adopté des animaux et des plantes domestiques, on ne voit pas une rupture radicale. Au contraire, les études récentes sur l'animisme, ce mode de conception, ce type de rapport au monde qui reconnaît des âmes et des relations sociales avec les plantes et avec les animaux. Là où j'ai travaillé, en Sibérie, il n'y a pas de gardiennage, c'est quelque chose de surprenant. Il n'y a pas de berger. Quand on demande aux gens où sont vos troupeaux, ils ne savent pas parce que c'est les reines eux-mêmes qui décident de l'endroit où ils vont se rendre et c'est eux-mêmes qui vont décider quand ils reviennent. Et les gens ne protègent pas leurs reines, leurs troupeaux. Par contre, ils considèrent que dans le troupeau, il y a des reines qui sont des élus, qui sont un peu des chamans dans le troupeau des reines et qui, eux, protègent les humains. Donc c'est l'inverse de ce qu'on a l'habitude de concevoir. Et ça, c'est dans un cadre de relations domestiques avec des animaux domestiques. La ville moderne est l'antithèse des réseaux denses dont vous parlez. Que risque-t-on avec ce modèle ?
Oui, alors la ville, c'est un phénomène ancien, ça a au moins 5000 ans, mais ça constitue effectivement une rupture très forte, sans doute plus forte que ce qu'on appelle la révolution néolithique. Pourquoi? Parce que sur le plan écologique, ça implique quelque chose de complètement nouveau en fait dans l'histoire de la vie, pas seulement dans l'histoire de l'humanité. C'est le fait que le milieu où on habite et le milieu où on s'approvisionne sont séparés, sont différents. Alors quand vous habitez en ville, vous pouvez très bien manger une nourriture issue de céréales sans jamais vous-même voir ou fréquenter un champ de blé. Vous pouvez manger de la viande de porc sans jamais avoir regardé un porc dans les yeux. Donc c'est un rapport au monde tout à fait différent où tout d'un coup on a une simplification. Donc on va avoir une séparation des tâches, une division du travail et des espaces entre des zones surexploitées qui vont être tous les arrière-pays qui permettent de nourrir la ville, et puis la ville elle-même qui concentre les relations nobles, spirituelles, affectives avec le monde. Les risques de ces grands réseaux étalés, on les a vus avec des cas comme la ville de Rome. L'Empire romain est un exemple magnifique, extrêmement structuré et efficace de réseaux étalés qui a mis en contact l'Asie, l'Afrique et l'Europe avec des circulations de marchandises telles que l'Égypte était le grenier à blé de Rome. L'impact, c'est qu'on a une transformation des paysages des arrière-pays, des régions qui sont exploitées, qui doivent abandonner une diversité de cultures, défricher plus de zones. Donc on va avoir des phénomènes de déboisement, d'érosion, de perte d'habitat pour la biodiversité, une perte de résilience de nombreuses régions. Donc monoculture au niveau des céréales, mais aussi monoculture au niveau des cultures humaines, avec l'imposition d'une langue unique, d'une façon de voir et de s'habiller unique. Et à chaque fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire des pertes de savoir-faire, des pertes de connaissances sur les milieux locaux, des pertes de diversité de production régionale. Et puis troisième risque, il est sanitaire, c'est le plus frappant, le plus explosif, puisque c'est celui qui a abattu l'Empire romain, les pestes qui ont pu se propager grâce à cette mise en connexion des continents, faite par les réseaux commerciaux. La peste qui était en réservoir en Asie a pu se propager grâce aux circulations maritimes à travers les rats, à travers tout l'Empire romain et a causé son effondrement. Ça a été la même chose avec la peste noire à partir de 1347, qui circule par les réseaux commerciaux. Et évidemment, c'est un peu ce qu'on a vécu dans une échelle moins catastrophique, heureusement, avec la pandémie de Covid.